Très bien, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais remercier Mathias Serpelninger et puis toute l'association AgroBiotech d'organiser ce colloque. Je trouve que c'est très intéressant de faire allusion à cet ouvrage pour un meilleur des mondes dans un contexte un peu anxiogène à l'heure actuelle. J'ai intitulé mon exposé Les biotechnologies alliées de la planète, parce que très souvent on pense qu'elles sont plutôt ces biotechnologies adverses d'une évolution de la planète. Donc moi je vais axer mon discours, puisqu'on est dans une école d'agronomie et que la matinée est consacrée à l'agriculture, à des aspects j'allais dire économique que l'agriculture connaît, et notamment au niveau mondial. Vous êtes bien sûr censé savoir que on assiste à un coût des intrants et de l'énergie. Là, j'ai repris des chiffres qui vont de 40 à 80% au niveau de 2009, c'est-à-dire avant la pandémie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des manifestations des agriculteurs, pas seulement en France. Et puis, évidemment, depuis quelques années maintenant, hélas, la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont aggravé cette crise sanitaire et aussi alimentaire. C'est les deux. D'une part, l'Ukraine, il faut savoir, était le premier exportateur jusqu'ici de graines de tournesol. C'était un des 5 premiers exportateurs au niveau mondial de blé, de colza, d'orge et de maïs. Et la Russie était le premier exportateur mondial de blé, un gros exportateur d'orge et de graines de tournesol, d'énergie et d'engrais. Alors en engrais, 23% de la production mondiale d'ammoniac quand même, 21% de la potasse et 40% de l'urée. Donc on est dans un contexte où les intrants sont chers, l'énergie sont évidemment très chères, mais on est aussi face à un changement climatique. Malheureusement, on est en train de dépasser les 1,5 degrés Celsius qui avaient été normalement définis comme seuil à ne pas dépasser par les accords de Paris. Donc ces effets, évidemment, vont peser sur le système de production alimentaire, sur le rendement et la qualité des cultures. Donc là, on est face à une urgence climatique, sachant que à l'horizon 2050, on va atteindre les 10 milliards de personnes sur Terre. Et du coup, la FAO et l'OCDE ont écrit et l'ont annoncé qu'il faut augmenter de près de 70% cette production, et notamment dans les pays en voie de développement. Donc, cet effet du changement climatique, il pèse évidemment sur les cultures et sur l'état des sols. Alors, bien sûr, le sous-sol aussi. Tout l'écosystème microbiologique du sous-sol est impacté. Donc, dans certaines régions, on a des terres qui sont impropres. La sécheresse notamment, des inondations d'eau salée. Nous sommes rendus en Égypte pour rencontrer les agriculteurs du delta du Nil qui nous disent que avec l'augmentation de la température au niveau planétaire, il y a une dilatation de la surface des océans, et donc les océans et les mers rentrent dans les deltas, et dans le delta du Nil, on a une eau salée, de sorte que les cultures sont impropres à donner des bons rendements. Et en plus, double peine, on atteint des 50 degrés Celsius au mois de juillet. Voilà, ça c'est factuel. On a des maladies et des ravageurs, on voit apparaître des nouvelles populations dans des écosystèmes alors qu'ils étaient absents. On parlait ce matin, juste avant la pause déjeuner, que il y a des moustiques tiques qui arrivent maintenant à Toulouse qui n'étaient pas présents. On peut parler ça dans les écosystèmes agricoles. Voilà. Alors, et en même temps, on pense que l'agriculture qui contribue, alors selon les chiffres, jusqu'à 17% des gaz à effet de serre, donc CO2, évidemment, méthane, monoxyde d'azote, elle doit se décarboner.
Et ça, c'est possible. Dans une agriculture climato-intelligente, on peut atténuer l'effet de l'agriculture sur le climat et puis évidemment adapter l'agriculture au climat qui se réchauffe. Donc là, ça doit passer par une diminution des engrais dans leur utilisation et de pesticides. Juste un exemple, la vigne, elle consomme à peu près 30% de tous les fongicides des cultures en Europe, alors que ça représente que 2% en hectares de la surface agricole en Europe. Donc je donne cet exemple-là parce que je vais en parler après avec donc la réécriture du génome, ce qu'on appelle le gene editing ou l'édition des gènes. Donc voilà, on peut réduire les gaz à effet de serre par l'agriculture. Donc là je vous ai donné les dernières planètes avec 3 scénarios plus 1,5 degrés Celsius. Là, on est dans un scénario à plus 2 degrés Celsius et là, plus 4 degrés Celsius. Voilà. Et on est probablement maintenant dans ce scénario-là. Alors, la sélection végétale, c'est-à-dire comment améliorer les plantes. Je vous parlerai éventuellement des animaux lors de la table ronde ou tout à l'heure. Elle a débuté au XVIIIe siècle. C'est la grande famille des Villemorins. Donc, on a commencé à faire des hybrides de maïs. Donc, la sélection conventionnelle, elle est très ancienne. Et puis, on a eu les biotechnologies avec la mutagénèse radio-induite en 1920 et chimique avec le MS un petit peu plus tard, dans les années 50. Donc, cette mutagénèse radio-induite et chimique, elle est d'ailleurs utilisée pour fabriquer des nouvelles variétés qui sont cultivées par les agriculteurs bio. Bon. La modification génétique par transgénèse, ça a été découvert en 1983. Les premières plantes ont été cultivées au niveau international en 1996. On continue à en cultiver. En Europe, il n'y a qu'en Espagne et au Portugal. Et puis, il y a la réécriture du génome avec CRISPR-Cas9. Enfin, il n'y a pas que Cas9, il y en a plein d'autres. L'idée, là, c'est évidemment, c'est in situ modifier le gène. Pour des caractères, évidemment, monogéniques. Bon, on peut parler de multiplexing. On pourra en discuter tout à l'heure. Donc là, mon propos, il va surtout se focaliser sur cette nouvelle technologie, l'édition du génome. Et puis, on pourra parler de comment on classe ces nouvelles plantes par rapport à la transgénèse et éventuellement par rapport aux anciennes législations. Voilà. Donc toute la question est de savoir en effet si les nouvelles plantes qui sont éditées, donc c'est sur la partie droite de l'écran, sont des organismes modifiés qu'on pourrait classer comme des OGM, c'est-à-dire avec cette technologie qui date des années 80. Donc là, ça c'est la question que s'est posée un grand nombre de pays. Et d'ailleurs, c'est l'Amérique du Sud qui a commencé à légiférer en premier. Alors, avec le Brésil, le Canada, les États-Unis, le Japon ont tout de suite fait une distinction entre l'édition des gènes et la sélection conventionnelle et la transgénèse. Autrement dit, ça a impulsé d'autres pays à réagir et à lever des restrictions. Alors, je vais vous donner une carte qui n'a pas changé depuis 2023. Donc, voilà quels sont les pays qui ont déjà légiféré. Donc, c'est les pays donc, qui sont en vert. Donc, on a l'Amérique du Nord et globalement toute l'Amérique du Sud. L'Australie, il y a quelques pays en Afrique. Il y a des pays qui sont en train de légiférer, certains pays en Afrique, on pourra en reparler, et puis l'Europe qui est en train de légiférer, si je puis dire, et ça, on va en parler dans un instant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire légiférer ? Est-ce que ces nouvelles plantes seront considérées comme des plantes transgéniques ou des plantes conventionnelles ? Bon.
La plupart des pays ont adopté une espèce de consensus, à savoir que s'il y a un gène qui provient d'une espèce qui est vraiment en dehors du pool du sélectionneur, c'est-à-dire avec des espèces qui ne sont pas sexuellement compatibles, les plantes, dans ces cas-là, seraient considérées comme des organismes génétiquement modifiés, comme des plantes transgéniques. En revanche, si on fait une modification très fine, c'est-à-dire on enlève quelques nucléotides ou on ajoute quelques nucléotides, voire on fait un remplacement d'allèle, on peut remplacer un allèle, par exemple, de sensibilité à une maladie par un allèle de résistance à une maladie, ces organismes-là seraient considérés non pas comme des plantes transgéniques, mais comme des plantes dites conventionnelles. Alors, s'il y a une petite modification de quelques nucléotides, là, c'est très difficile à distinguer d'une modification qui aurait pu apparaître de novo par évolution. D'accord. Voilà, il y a des mutations qui se font actuellement dans les plantes, dans notre génome aussi, et ça, on ne peut pas les distinguer. D'accord. Donc, le législateur estime que, comme ça aurait pu arriver via la nature, donc on peut considérer que ce n'est pas de la transgénèse, ce n'est pas une grosse modification qui classerait ça comme des OGM. Voilà. Alors tout ça, ça s'inscrit évidemment dans une définition, et vous l'avez rappelé très bien, Mathias, notamment protocole de Carthagène, qui fait partie de la définition des biotech, où, bon, évidemment, une modification, c'est la main de l'homme. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe ? Parce qu'on m'a demandé quand même d'axer le sujet sur la position européenne. Alors, il faut savoir qu'en 2018, la Cour de justice de l'UE avait été saisie pour statuer sur l'édition des gènes, et les juges avaient estimé en une deuxième position que, bon, comme c'est des technologies très récentes, c'est-à-dire au-delà de 2001, qui est la directive qui a conduit à faire la classification des OGM, eh bien, toutes ces modifications-là, ça serait comme de la transgénèse, donc les produits seront des OGM. Très bien. Mais en 2019, bon, il y a eu la pandémie, hein, et ça a quand même fait réfléchir les parlementaires, parce qu'on a vu, comme je vous l'ai dit, une hausse des intrants pour leur prix, pour l'énergie aussi, qu'il fallait quand même revoir la question. Donc en 2021, le Conseil européen, qui avait demandé à la Commission de produire un rapport, conclut dans ce rapport que la législation existante sur les OGM n'est absolument pas adaptée à l'édition de gènes, d'accord ? Parce que ça freinait les cultures innovantes. Il faut savoir qu'en Europe, on va y revenir, il y a très peu de pays qui font des essais. Ici, en France, c'est interdit de facto. Alors, le 5 juillet 2023, la Commission européenne a proposé de rendre les plantes génétiquement modifiées par cette technologie-là beaucoup plus faciles à étudier et à commercialiser. Donc, la proposition, qui est donc ce rapport-là, s'appelle « Nouvelles techniques génomiques, des règles pour soutenir la transition écologique des agriculteurs ». Voilà. L'idée étant de faire comprendre qu'on est quand même dans une urgence, il faut accélérer la recherche, il faut renforcer la résistance à des maladies. Alors, il y a des virus, des bactéries, des nématodes, on a des insectes, évidemment. Il faut rendre les plantes adaptées au changement climatique, mais aussi des plantes qui puissent atténuer ce changement climatique. Du coup, qui nécessitent moins d'engrais ou moins de pesticides. Donc, les législateurs souhaitent en fait alléger la procédure pour que des nouvelles variétés, qu'elles viennent du public ou du privé, en Europe, soient disponibles pour les agriculteurs. Alors,
la proposition de la Commission, elle aborde quand même 2 questions. Après, je vous donnerai le détail des catégories. La première question, c'est de mettre en exergue le temps et le coût nécessaires à l'évaluation des cultures génétiquement modifiées. Pour un OGM, on sait qu'il y a des plantes transgéniques, ça fait 10 ans qu'elles attendent en fait un avis positif de la Commission européenne. Ça coûte énormément d'argent pour faire les évaluations, c'est même prohibitif et c'est très long. Donc du coup, ça ne permet pas à des petites et moyennes entreprises ou des startups que vous pourriez monter, voire à des instituts publics, de faire enregistrer des nouvelles variétés. Donc ça constitue en fait, et ça renforce un oligopole qui est très décrié, à juste titre, par des grandes sociétés multinationales. Bon. Les États membres, certains, ont mis en exergue le fait qu'on ne pouvait pas obtenir d'autorisation de cultiver un OGM et en plus, on ne pouvait pas procéder à des essais au champ. Alors, on peut faire des travaux dans les laboratoires, on peut tester dans des serres, mais l'étape ultime avant la commercialisation, c'est faire des essais au champ. Bon. Alors, j'ai essayé pour vous de récapituler les États membres où on peut faire des essais et d'autres on n'en fait pas. Donc il y a 5 États membres qui sont d'importants pays agricoles qui interdisent aux chercheurs publics, de facto, voire du privé d'ailleurs, de conduire des essais. Alors on a la France, on a l'Allemagne, on a la Grèce, on a Chypre et l'Estonie. Dans l'Union européenne, il y a des États membres qui conduisent des essais à la fois pour des plantes transgéniques et pour des plantes éditées. Donc on a la Suède qui font à la fois des OGM au sens de la directive 2018, donc transgéniques. Les NGT, c'est le nom New Genomic Technique, c'est l'édition du génome. La Belgique qui fait les deux, la République tchèque, à l'heure actuelle c'est que des OGM, Pays-Bas que des OGM, le Danemark, donc édition du génome, Roumanie OGM et Italie récemment. D'ailleurs, c'est la fameuse vigne qui résiste au mildiou donc du chardonnay. Et ma collègue m'a dit que l'année prochaine, en 2026, ils vont faire du vin avec. Et il y a du Prosecco qui nous attend aussi en Italie, résistant au mildiou, s'ils ne sont pas arrachés. Parce que les collègues italiens, l'année dernière, avaient en 2024, avaient fait des essais de riz qui étaient résistants aussi à une maladie fongique qui a été vandalisée, alors qu'il n'y avait que 24 mètres carrés. Donc, ils vont reprendre les essais. Alors, en dehors de l'Union européenne, il y a 3 pays qui conduisent des essais. Évidemment, le Royaume-Uni, qui est très pro-innovation, donc ils font des OGM et l'édition du génome. Ils ont adopté très rapidement, en 2023, ce qu'ils appellent Precision Bred, c'est-à-dire que là, ils vont mettre sur le marché international des plantes et des animaux qui seront considérés comme des plantes et des animaux issus de sélection conventionnelle. La Suisse et l'Islande font des OGM. Voilà. Alors, la deuxième question que s'est posée donc les États membres, c'était comment traiter les toutes petites modifications, parce que quand on enlève quelques nucléotides ou on en ajoute, effectivement, on aurait pu avoir ça dans une serre ou directement dans un champ. Et donc, c'est très difficile de faire la différence avec une évolution naturelle. Donc, ils se sont arrangés pour dire que en dessous de 20 nucléotides, ma foi, ça serait une modification qui aurait pu arriver comme ça naturellement. Alors, on pourra revenir sur ces 20 nucléotides parce que, en fait, c'est l'équivalent chez Escherichia coli d'une modification que l'homme aurait pu faire. Donc, les biologistes d'Escherichia coli disent qu'en deçà,
effectivement, là, on ne peut pas savoir si c'est nous ou si c'est la nature. Alors, reprendre, comment dirais-je, cette quantification pour le blé ou pour l'oignon, qui ont des tailles très très grandes, pour nous, scientifiques, on a du mal à comprendre le raisonnement. Voilà. En tout cas, ce que veulent les députés, pour ces deux raisons-là, c'est quand même de faciliter les procédures et surtout de réduire le temps. Parce que, comme je vous ai montré sur la carte, on est évidemment dans une globalisation et on a évidemment des compétiteurs d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et en Asie. Alors voilà les deux catégories que les députés européens ont identifiées. Alors, il y aurait les végétaux NTG1 de catégorie 1, c'est-à-dire c'est tous ceux qui sont considérés comme des végétaux conventionnels. Donc là, on ne va pas les analyser, notamment pour les risques, comme des plantes transgéniques. Ce ne sont pas des OGM, d'accord. Donc c'est des végétaux pour lesquels il y aura eu cette petite modification, d'accord. C'est-à-dire qu'on n'ajoute pas, en fait, un transgène. La question qui n'est pas encore tranchée, c'est pour le remplacement d'allèles. D'accord. Ce que veulent certains États membres, pour un maximum de transparence, c'est quand même qu'il y ait une liste de tous ces végétaux de catégorie 1 qui seraient inscrits dans un registre. Bon. Les végétaux de catégorie 2 seraient soumis donc à la législation des OGM, parce que là, on fait venir un transgène donc à l'extérieur du pool génique du sélectionneur. Alors, le pool génique du sélectionneur, comme je l'ai dit, c'est des plantes qui sont sexuellement compatibles. D'accord. C'est ce qu'on appelle dans le jargon technique la cisgénèse. Voilà. Donc, étonnamment, l'Europe va un petit peu plus loin que certains autres pays. D'accord. En revanche, si le transgène vient d'une bactérie et qu'on le met dans la plante, ça sera considéré comme un OGM. Cependant, pour quand même encourager la recherche et la diffusion de ces variétés NTG2, il y aurait un assouplissement de la procédure pour accélérer donc les enregistrements. Donc voilà où on en est avec ces deux catégories-là. Alors, le 7 février 2024, donc il y a un an quasiment, le Parlement a voté et a adopté cette proposition en deux catégories, 307 voix pour et 263 contre, 41 abstentions. Et du coup, maintenant, cette proposition, elle est de nouveau adoptée le 24 avril 2024. Et là, de nouveau, c'est adopté. Alors maintenant, il va y avoir un règlement qui va être adopté ou pas par les États membres. Donc ça va repartir au Parlement et au Conseil. Il va y avoir des lectures de chaque institution. Et s'il y a un désaccord, d'accord, parce qu'il faut qu'il y ait une majorité qualifiée, hein, donc il faut qu'il y ait 65% de la démographie, si vous voulez, européenne, qui soit en faveur pour arriver à cet accord-là. Alors, s'il y a un désaccord, dans ces cas-là, il peut y avoir un comité de conciliation. Donc, là, à l'heure actuelle, depuis le 1er janvier 2025, c'est la Pologne qui préside donc le Conseil européen. Et donc, elle est en train de faire une proposition pour qu'il y ait une adoption ou pas, tenant compte de ces deux catégories. Voilà. Alors, ce que je voudrais, en conclusion, insister, c'est impact
entre la société et les acteurs. Alors, les acteurs, ce sont vous, ce sont nous, les sélectionneurs, hein, du public, du privé, et puis bien sûr, la société, c'est les consommateurs. On en fait tous partie. Pour qu'il y ait une réglementation qui ne soit pas trop contraignante, pour ne pas décourager les petites et moyennes entreprises, les instituts publics. Je citais la Vigne comme exemple. C'est une université à Vérone avec une petite start-up qui a relevé le défi, en quelque sorte, de réduire donc les fongicides sur la vigne. Voilà. Donc, impact qui permettent aussi la liberté des chercheurs à faire de la recherche, à libérer toute leur originalité et de pouvoir faire des essais, que ça soit seul avec des instituts publics ou en partenariat avec le privé. Donc là, je pense que c'est important de ne pas entraver la recherche, et notamment celle des chercheurs français en sélection végétale, et en tout cas de permettre des coûts de réglementation les plus bas possibles. En conclusion, il me semble que on aurait pu saisir l'occasion, et ça n'engage que moi, hein, bien entendu, pour avoir réfléchi à la question depuis 1998 sur la transgénèse, on aurait pu faire comme les Canadiens, à savoir en fait, de faire une législation qui n'est non pas basée sur la technique avec laquelle on produit une nouvelle variété ou un nouvel animal ou un nouveau micro-organisme, mais de légiférer sur le produit. Parce que finalement, c'est ça qui est important. C'est quel que soit le mode d'obtention, le produit, est-ce qu'il endommage la biodiversité, est-ce qu'il porte atteinte, ou bien au niveau de la santé animale ou humaine, il peut y avoir des risques. Donc, à mon avis, c'est ça qui est le plus important. Et on aurait pu saisir cette occasion-là. Ce n'est pas le choix à l'heure actuelle des eurodéputés, parce qu'on voit bien que les techniques avancent très très vite. Hein. On parle de prime editing, de base editing, et peut-être d'autres dans quelques années. Donc, la réglementation, elle est toujours un peu en retard. Il faut savoir, et je conclus là-dessus, tant bien même qu'il y aurait un vote cette année, on n'aura pas des plantes issues de NGT1, mettons, avant 2031-2032. D'accord. Et face à l'urgence climatique et la hausse du prix des intrants et de l'énergie, voilà, c'est la raison pour laquelle il faut qu'on pèse pour qu'en tout cas la réglementation soit... bien sûr, permet d'évaluer les risques, évidemment. Il est hors de question de mettre un produit qui porte des risques pour l'environnement et notre santé, mais en tout cas qui ne décourage pas ces entreprises et nos institutions publiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui. Déjà, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une petite question sur la partie, donc justement sur le fait que la France ne permet pas, donc si je me comprends, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, les essais. Oui. Est-ce que c'est pas un peu contre-intuitif de se dire que on ne permet pas des tests pour savoir si les NGT... c'est l'ambiance, c'est une question un peu bizarre. C'est pas un peu contre-intuitif de se dire qu'on ne permet pas les tests NGT pour savoir si, en gros, pour savoir si c'est aussi mal que les OGM, hein, si je parle de manière pas scientifique, au nom du fait qu'on pense que c'est peut-être comme les OGM. Je sais pas si c'est clair. Oui, non, mais... Parce que du coup, on ne saura jamais, quoi. Je pense que en France, tant qu'on n'a pas une nouvelle législation, les ministères, je dis bien au pluriel, hein, parce qu'il y a le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Recherche, ne souhaitent pas qu'on puisse
mettre en place des essais, même des NGT1, qui auraient pour vocation justement de vérifier qu'ils se comportent comme des plantes conventionnelles, c'est ça que vous voulez dire, ou qui comportent des risques. Voilà. D'ailleurs, la plupart des essais, il y en a eu, enfin pas la plupart. Oui, même la plupart, c'était pour vérifier effectivement des risques éventuels de migration du trait vers des cultures voisines qui seraient sexuellement compatibles, d'une part, et d'autre part pour vérifier si elles ont le même comportement que dans les serres. Donc je pense qu'il y a des États membres qui attendent que la législation soit décidée, mais bon, là on perd un peu de temps, et ce qui est totalement contradictoire avec des États membres qui font déjà des essais parce qu'ils estiment que NTG1 c'est une variété conventionnelle finalement, parce que c'est juste une petite modification. Donc là c'est vraiment une interprétation des textes qui fait que il y a des États qui ont décidé de soutenir les chercheurs ou pas. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation, qui était très claire. Et moi, j'avais une question. Donc, c'est une présentation qui est très à charge, ce qui est normal vu l'occasion et vu la présentation d'aujourd'hui, à charge pour le NGT et pour l'OGM. Et j'aimerais savoir et avoir votre avis sur les arguments, parce que les OGM existent maintenant depuis les années 90-80. Ils ne sont toujours pas légaux. Hein. Donc, quels sont les arguments pour vous des personnes qui sont contre les OGM? Et surtout, quel est votre avis par rapport à ces arguments? Est-ce qu'ils sont censés? Et est-ce que ça aurait été préférable d'accepter, d'il y a maintenant plusieurs années, les essais en champ et en serre notamment? Oui. Merci de votre question. Donc les OGM sont autorisés en Europe, puisque en Espagne et au Portugal, on en cultive. Il n'y en a qu'un seul, c'est un maïs qui résiste à la pyrale. Je vous ai montré précédemment que il y avait quand même des essais transgéniques dans d'autres États membres. Le refus et les oppositions des OGM, j'ai quand même assez bien étudié la question, me semble-t-il. Premièrement, il y a une critique ce qu'on appelle un oligopole, c'est-à-dire en gros des grandes multinationales qui produisent ces plantes transgéniques dans le monde. D'accord ? Et ça vient du fait que, d'abord, ça coûte très cher de faire une plante transgénique. Déjà, à rechercher le transgène et de l'intégrer dans la variété. Après, il faut la croiser avec des variétés élites. Et au niveau européen, on demande après de tester la plante en plein champ, dans différentes localisations, sur plusieurs années. Et après, il y a des tests agronomiques, toxicologiques, évidemment moléculaires, pour voir si le transgène n'a pas un effet pléiotropique sur d'autres gènes et qui pourrait engendrer une intoxication, par exemple. Ces procédures longues et très coûteuses, ça a renforcé cet oligopole. Donc là, effectivement, il y a une critique de dire, voilà, il n'y a qu'eux qui font ça, donc Bayer avec Monsanto en premier, Syngenta, Corteva, et pas des petites et moyennes entreprises. Et des instituts publics n'ont pas la capacité financière pour enregistrer de telles plantes. Donc je pense que là, c'est le premier argument. Le deuxième argument, je crois, est venu, pour l'avoir vécu tout au long de l'histoire Quand je suis rentrée à l'agro, on m'a tout de suite contactée parce que je travaillais avec André Gallet sur l'amélioration des plantes. Et on a fait un module sur la transgénèse. Et donc j'avais été contactée pour faire un premier livre en 98 là-dessus. Et je me rappelle qu'il y avait un argument qui portait sur la brevetabilité. C'était la première fois qu'on parlait de la brevetabilité du vivant. Okay. Ce qui était assez faux d'ailleurs, parce que il y avait déjà des collègues de l'INRAE l'INRA à ce moment-là, qui avaient déjà breveté des constructions génétiques
d'accord, notamment un gène de stérilité mâle chez le colza. Mais le fait que ces grandes entreprises multinationales brevettent le transgène, ça renforçait une espèce de dépendance. C'était vécu par certains comme une privatisation du vivant. Et quand on discutait de cela, donc moi, le premier livre que j'avais publié à ce moment-là, j'avais donné la parole à la FNSEA, la Confédération paysanne. Il n'y avait que Greenpeace qui n'avait pas accepté, que Choisir, évidemment des scientifiques, des philosophes. Et je me rappelle, il y avait des opposants qui disaient, voilà, c'est une privatisation du vivant. Et on avait organisé d'ailleurs une conférence de presse où tout le monde était invité. Et je me rappelle qu'il y avait des chercheurs du public et du privé qui disaient, bah, vous savez, ça coûte très cher. Et c'est un retour sur investissement. Donc là, on est vraiment dans le cœur du débat. Et je pense que ça a été vraiment un argument contre les OGM, le fait qu'il y ait cette privatisation. Donc, pardon. Voilà. Alors, est-ce que je crois que du coup, on le entend moins. Oui, pardon. Alors, le troisième argument, c'est qu'on ne voyait pas vraiment les avantages de ces plantes-là et qu'on voyait plutôt des avantages financiers pour ceux qui les fabriquaient et moins pour les agriculteurs et les consommateurs. Moi, ce que je réponds à ça, c'est que peut-être que justement des chercheurs du public, si on les avait laissés travailler, c'est-à-dire si on n'avait pas vandalisé les essais, il y en a eu beaucoup, hein, notamment en France, par les collègues, peut-être qu'on aurait eu des plantes totalement originales par rapport, différentes par rapport à celles qui sortent de ces entreprises-là. Donc voilà, pour moi, c'est les trois arguments majeurs. Alors, est-ce qu'on va retrouver ça avec les NGT ? Si les procédures d'homologation ne sont pas trop coûteuses, ça ouvrirait justement, en gros, l'innovation à d'autres entreprises, y compris le public. Voilà. On voit qu'il y a quand même encore du vandalisme. Il y en a eu en Italie récemment. Ça serait fort dommage qu'il y ait du vandalisme dans la mesure où les autorités, la puissance publique les autorise. Donc là, il faut que la puissance publique soit quand même, soit pas laxiste là-dessus. Soit on autorise, soit on n'autorise pas. Donc c'est à voir. C'est à voir. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que si on n'en produit pas en Europe, on va les importer. On en importe déjà des plantes transgéniques. Donc, ça sera une fuite des cerveaux. On en parlait ce matin. Une réduction du nombre d'emplois. Et puis, du coup, ça sera une dépendance. Or, on souhaite être souverain. On l'a vu avec la guerre en Ukraine par les Russes. Et aussi la Covid-19. On a écrit, nous, un livre à l'Académie d'agriculture que je vous conseille, il est gratuit. Covid-19 et agriculture en France. Et on a vu combien on pouvait être dépendant. Mais il faut rester raisonnable. Hein. Ces nouvelles techniques d'édition du génome, comme la transgénèse, ce sont des techniques dans la boîte à outils. C'est un outil parmi tant d'autres. Ce n'est pas une baguette magique. Hein. Finalement, il y a très peu de traits de caractère monogénique. Alors il y a des Américains et des Britanniques qui travaillent avec CRISPR pour éditer plusieurs gènes en même temps pour faire passer de l'état sauvage à l'état cultivé des plantes aussi. Donc ça, on peut innover aussi dans la diversité. Mais voilà, ça sera juste un outil. Il y en a plein d'autres. Merci beaucoup. Et si je peux me permettre, pour préciser par rapport à la privatisation vraiment d'une semence, par exemple, d'un industriel, pour ce point précis, est-ce que vous pensez que ça ne risque pas d'amener à l'impossibilité, par exemple, à des agriculteurs qui veulent rester sur des semences ordinaires, de les cultiver
si 70% des autres agriculteurs ont des semences qui sont améliorées, par exemple à l'oïdium, au mildiou, à d'autres maladies. Est-ce que ça ne va pas amener une impossibilité en fait, de la culture de ces semences qui ne sont pas améliorées? Simplement par un problème de compétition et de rendement qui sera beaucoup trop faible par rapport aux semences améliorées. Je pense que de toute manière, toutes les semences qui sont inscrites au catalogue, qu'ils soient français ou européens, sont des semences, des variétés qui sont donc améliorées, hein, qui sont adaptées à des nouvelles conditions de culture, y compris à base intrants. Donc là, on cible plutôt des agriculteurs du bio, d'agriculture biologique. Hein. Est-ce que ça peut rester... oui, une compétition, non, je ne crois pas. C'est que c'est une nouvelle offre. Puis vous savez, c'est très difficile de faire une nouvelle variété. Hein. Il faut qu'elle soit quand même inféodée à des conditions, à des nouvelles pratiques agricoles et aux conditions du sol. J'avais mis dans mon résumé l'holobionte, par exemple. Le phénotype étendu, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de faire de la sélection, pas seulement sur le génotype, mais aussi ce génotype dans une situation, on va dire, pédoclimatique donnée. C'est très difficile. Donc on peut viser des variétés qui sont vraiment adaptées, vous voyez, à un terroir, d'accord, et qui répondent à certains traits. Est-ce que ça sera avec l'édition du génome ou pas? Ça, on ne sait pas. Peut-être. Donc, on va vers ça, en tout cas. Versus des variétés beaucoup plus généralistes. Donc, je ne crois pas qu'il y en aura une qui va supplanter l'autre. D'ailleurs, nous, on avait mené on avait écrit un article avec les collègues. On avait essayé de regarder si, par exemple, la transgénèse allait être supplantée par l'édition du génome. Et au niveau international, ça nous a demandé 3 années de travail, parce que c'est très long. Et on s'est rendu compte que la transgénèse, dans certaines situations, elle ne peut répondre qu'à certains défis. D'accord ? On est obligé d'aller chercher des gènes de bactéries, des cold shock protéines, par exemple, de bactéries. On ne peut pas, avec l'édition du génome ou par croisement entre une espèce sauvage avec une espèce cultivée, on ne peut pas le faire non plus. Donc, voilà, c'est une mosaïque comment dirais-je, de techniques et donc des variétés totalement différentes. Okay, merci beaucoup. Lors de la table ronde notamment. Des applaudissements pour Madame Récord.